L'invité café. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Roni Telipaya, ministre de l'Éducation. Bonjour, monsieur le ministre. Yorana, toute la Polynésie. Alors, quel rythme scolaire pour la prochaine rentrée du mois d'août? Une large consultation populaire a été lancée. Alors, à en croire les chiffres de participation, ce fut un vrai succès. Donc, 80% de participation chez les parents, plus de 97% chez les enseignants. Alors, c'est à vous, monsieur le ministre, de valider ou pas le fruit de cette consultation. On en reparle dans un instant, donc pour voir un peu où c'est qu'on en est. Et puis, les jeunes et les parents aussi à Moorea se réjouissaient à l'idée de voir le projet de lycée polyvalent voir le jour. Eh bien, un projet aujourd'hui de plus de 8 milliards de francs. Vous nous direz, monsieur le ministre, si c'est juste une question de gros sous ou si c'est un peu plus complexe que cela. On va rester sur cette question justement du lycée polyvalent de Moorea. Le 6 mai dernier, sur nos antennes en télé, vous proposiez la construction de classes de seconde qui seraient livrées en avril de l'année prochaine. C'est toujours ce projet qui tient la corde par rapport au lycée polyvalent? En tout cas, c'est la solution que l'on propose. C'est une solution rapide. Donc, ça sera livré en août 2025, plus exactement. C'est entre un montant de 200 millions et 8 milliards 800 millions. Il n'y a pas photo. Faites le calcul, donc c'est un moindre coût pour le pays et ça permettra aussi une meilleure gestion des deniers publics, puisqu'il s'agit aussi d'une meilleure gestion des deniers publics et c'est dans la politique, à la feuille de route du gouvernement, justement, de faire des économies. Donc là, le message que vous adressez ce soir aux parents donc des jeunes qui sont concernés, qui auraient été concernés par ce lycée, c'est quoi? C'est leur dire que vous devrez encore attendre 5 ans, au moins? Pour la construction du lycée au Pounon, c'est tellement 5 ans ou 6 ans, tandis que pour les classes de seconde, ça sera livrable en août 2025. Donc c'est une solution beaucoup plus rapide, mais il faut aussi savoir que toutes les options, toutes les filières ne peuvent pas être proposées à Moorea, c'est quasiment impossible. Déjà à Tahiti, on n'arrive pas à le faire. Donc forcément, à un moment donné, notamment pour les filières professionnelles, les élèves devront prendre le bateau pour venir à Tahiti et notamment être logés dans les internats. Alors cela dit, si ce lycée polyvalent voyait le jour, ça permettrait de fixer quand même certains jeunes sur Moorea, non? Combien à peu près? Peut-être à peu près. En tout cas, s'agissant de l'enseignement général, en 2023, nous sommes arrivés à un effectif de 195 élèves juste pour l'enseignement général. Il faut juste préciser qu'au niveau du ministère de l'Éducation de Polynésie, nous gérons la partie de l'enseignement général. L'enseignement agricole, ça c'est géré par le ministère de l'Agriculture nationale. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de 8 milliards, parce que les chiffres ont gonflé, avant on était à quoi? 2-3 milliards, je crois, au début du projet. Pourquoi ça a gonflé comme ça? Alors, au début, en 2019, le montant a été calculé en fonction de l'index BTP. C'est un index qui est pratiqué dans le cadre de la construction. Donc, il était à 104,5 pour arriver finalement à plus de 134,5 en 2023. Donc, il y a une augmentation considérable de quasiment 30 points. Et donc, c'est ce qui nous amène à un montant de 3 milliards 116 millions pour arriver à 8 milliards 885 millions exactement en 2023. Et encore, faut-il rajouter à cela là, on parle tous les changements qui peuvent arriver. Ce n'est pas un montant final. D'accord. Okay. Pourquoi? Parce que là, on parle que des murs, c'est ça? Non, on ne parle pas que des murs. Bon, certes, il y a la construction, mais il y a aussi la prise en charge des ressources humaines, le personnel et tout ce qui va avec. Mais ça se rajoute? Oui, ça se rajoute. Aux 8 milliards? Non, c'est inclus dans les 8 milliards 885 000. Okay. Ça, c'est une chose par rapport à la construction, aux ressources humaines, mais on n'a pas pensé au budget de fonctionnement. Parce qu'après, il faut entretenir. C'est ça justement le problème ici en Polynésie. C'est qu'on a du mal après à entretenir les bâtiments. Donc, je pense que c'est important dès le départ, lorsqu'on conçoit de construire un tel bâtiment, il faut prévoir le budget de fonctionnement pour pouvoir l'entretenir, pour que ça puisse durer dans le temps. C'est pour ça que nous, en tout cas au niveau du ministère de l'Éducation, on a prévu un plan Marshall, parce qu'il y a énormément de travaux à faire dans les établissements. Justement, peut-être qu'il y a des problèmes par rapport au budget de fonctionnement pour entretenir ce bâtiment. Ouais. Vous avez chiffré justement ce budget de fonctionnement qui viendrait se rajouter donc aux 8 milliards? Non, on n'a pas chiffré, mais on imagine que ça doit avoisiner le milliard. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce lycée polyvalent? Le projet n'est pas complètement enterré, mais il n'est pas d'actualité?
Mais écoutez, on a proposé un phasage, notamment à la société d'architectes qui s'occupe du projet. Lors de notre dernière réunion, j'ai bien précisé qu'il fallait absolument revoir la sécurité, c'est important. Il faut rappeler que c'est un lycée, ce n'est pas un campus. Donc la sécurité, c'est la priorité d'un chef d'établissement, de directeur d'école, etc. Et donc, ce sont des mineurs, il faut le rappeler. Donc la sécurité, c'est fondamental, notamment dans le cadre du PPMS, c'est le plan particulier de mise en sécurité. Donc tous les chefs d'établissement doivent mettre ça en place, c'est une obligation, notamment en termes d'intrusion. Vous savez, avec tous les problèmes qui se passent en France notamment, donc on doit absolument assurer la sécurité, et là, la sécurité n'y est pas du tout. Alors, ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, sérieusement, ce projet donc, de lycée polyvalent ne devrait pas voir le jour avant quand ? Alors, je ne peux pas donner de date exactement. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres propositions les plus fiables et notamment qui coûteraient beaucoup moins cher, le projet est suspendu pour l'instant. Mais en tout cas, voici les alternatives que nous pouvons proposer. La construction de classes de seconde et pourquoi pas de première et de terminale pour l'enseignement général, je précise, et technologique. Voilà. Et ça, dès l'année prochaine ? Oui, les classes de seconde seront livrées en août 2025. Donc, ils n'auront pas à attendre 5 ans. D'accord, donc pour l'année prochaine. Donc alors ça c'est pour concernant donc ce lycée polyvalent de Montréal. Les rythmes scolaires, je vous le disais, donc les consultations ont recueilli beaucoup de participation. En tous les cas, ça a été un vrai succès au niveau de la participation. Je rappelle les chiffres, vous m'arrêterez si je me trompe, 97% chez les enseignants, plus de 80% chez les parents, une consultation réussie. Oui, tout à fait, puisque dans l'esprit de cette consultation citoyenne, je précise, c'est bien de donner la parole aux principaux acteurs que sont les parents et les enseignants. Donc c'est important, c'est vraiment dans l'esprit du processus démocratique. Donc c'est pour ça qu'on a mis ça en place et visiblement ça a reporté un tel succès puisque je pense que tous les acteurs ont été mis en valeur. Et c'est important de le souligner. Ils ont été pris en considération. Donc là, l'étape maintenant, c'est quoi exactement ? Vous allez devoir valider ou alors c'est fait ? Alors, j'ai exprimé mon avis par rapport au vote des enseignants et des parents pour pouvoir justement ensuite donner un avis général, global, par rapport aussi aux avis des Tavana. Mais encore une fois, tous les inspecteurs de chaque circonscription devront aller à la rencontre des Tavana pour rediscuter sur quel est le rythme scolaire le plus approprié, le plus pratique possible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la question du transport. Et le Tavana a une responsabilité et une part importante dans la prise de décision. Donc, à l'issue de ces réunions, il y aura un consensus et c'est ce consensus-là que je validerai, notamment en termes d'horaire. D'accord. Là-dessus, en tous les cas, on peut dire que, parce que là, c'est à géométrie un peu variable, il y a des communes qui sont prêtes à tout financer, il y en a qui sont prêtes, il y en a qui ne sont pas prêtes. Alors, en tout cas, au niveau du travail en interministérialité, comme notre président nous a demandé de faire, de travailler dans cet esprit, avec la ministre des Sports, Nahima Tamari, nous pensons conditionner les demandes de subventions pour orienter justement les associations sportives et culturelles, c'est important de souligner, pour faire en sorte que ces associations orientent leurs objectifs par rapport à la prise en charge d'élèves pendant les activités périscolaires. D'accord, pendant ces 3 heures-là. C'est ça, entre autres. Ouais. D'accord, donc vous comptez beaucoup sur les associations, vous les avez rencontrées ? Bien sûr, oui. Évidemment qu'on va les rencontrer. Il y en a certaines que j'ai déjà rencontrées et je leur ai demandé de conditionner justement leur demande de subvention et aussi préciser le contenu des projets qu'ils vont mettre en place. C'est important de savoir. Moi, je veux absolument savoir ce que font les élèves pendant ces heures-là, puisque c'est une des conditions sine qua non pour pouvoir accorder les subventions. Mais aussi, les associations des parents d'élèves ont un rôle important à jouer au sein des établissements. C'est vrai qu'elles peuvent participer à la vie quotidienne pour faire avancer nos enfants dans leur cursus scolaire, mais ils ont un rôle aussi à jouer dans la prise en charge des élèves. Ça se fait dans certains établissements, dans certaines écoles. C'est là véritablement le rôle important des associations des parents d'élèves. C'est pas juste pour acheter, mettre en place des ventes, des actions de vente pour acheter le cadeau de Noël, c'est pas ça. Ça va au-delà.
C'est pour montrer justement que les parents ont un rôle important dans la vie de la communauté éducative. Lorsqu'on parle de ces élèves donc, concernant ces 3 heures périscolaires, on parle de combien d'élèves là concernés? Écoutez, on n'a pas encore de chiffres exacts, mais en fait, il y a certains élèves qui suivent les activités périscolaires, mais il y en a qui ne le suivent pas, qui ne la pratiquent pas. Donc, je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais on est en train de faire une enquête. J'ai demandé à ce qu'on fasse une enquête au niveau de la DG2E pour avoir les chiffres exacts de tous les enfants qui sont pris en charge par les garderies, parce que c'est facile d'avancer. Comment est-ce qu'on va faire si, au niveau des garderies, les parents ne pourront pas payer? Mais bon, je demande à avoir les chiffres exacts en matière de prise en charge par les garderies et pour savoir aussi quels sont les élèves qui suivent les activités périscolaires. C'est important d'avoir tous les chiffres. Alors, ce qui est important également, c'est de préciser les classes. On parle de quelles classes ici? C'est les écoles primaires. Hein? Uniquement. Maternelle, oui, voilà. Il ne s'agit que des écoles primaires et les CJA. Puisque à l'heure actuelle, les CJA sont soumis, dépendent toujours du premier degré. D'accord. Alors que ce sont des adolescents. Hein? Donc, CJA, primaire, maternelle. Alors, j'explique. Dans l'école primaire, il y a l'école maternelle et l'école élémentaire. Et l'école élémentaire. Voilà. Tout ça fait l'école primaire. Mais après, les CJA, qu'est-ce qu'ils viennent faire là alors? Mais parce que justement, ça dépend toujours de l'enseignement du premier degré. D'accord. C'est pour ça que donc ils sont soumis aussi à l'obligation des rythmes scolaires. Puis ce sont des professeurs des écoles qui assurent l'enseignement général au sein des CJA avec les moniteurs d'éducation, d'enseignement pratique. C'est vrai qu'il s'agit de collégiens. On est en train justement de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait faire pour basculer dans le secondaire, puisqu'il s'agit de collégiens. Donc forcément, ils n'ont pas le même rythme. Mais encore une fois, je tiens à rappeler, les CJA dépendent toujours du premier degré. D'accord. Donc d'ici le mois d'août, vous pensez qu'on aura largement terminé? Bien avant. Hein. Bien avant. Puisqu'on aura tous les résultats des consultations, enfin en tout cas les dernières rencontres, et ensuite on devra modifier le calendrier scolaire, puisque actuellement le calendrier qui est mis en place, sur ce calendrier-là, sont mentionnés les journées pédagogiques, vous savez, les fameux vendredis verts. Donc il n'y aura plus de vendredis verts. Par contre, ça sera mentionné comme étant des semaines ouvrables, hein, puisque les rythmes scolaires seront différents selon les communes ou les sections de communes, mais les périodes de vacances ne changent pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de grand changement, à part le retrait des fameux vendredis verts, c'est tout. D'accord. Il y avait une question également qui avait été soulevée concernant la circulation. Oui. Ben effectivement, toujours dans l'esprit d'interministérialité, on travaille avec le ministère de l'Équipement, avec Jordi Chan, pour essayer de faire en sorte de tenir compte des rythmes scolaires pour fluidifier la circulation. Et je trouve que c'est en très bonne voie, puisque la plupart des communes limitrophes de Papeete, il est important de le souligner, demandent à commencer à 8h ou 8h30. Donc c'est très bien, c'est très positif dans ce sens-là. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui devrait être validé encore? Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. À l'issue de toutes les consultations et la finalisation de ma validation, enfin la validation des horaires par le ministère de l'Éducation. Ouais. Donc là, pour nous résumer, les grosses étapes qui restent avant la rentrée, c'est quoi? Puisque pratiquement les consultations sont presque bouclées là. Mais écoutez, la validation après des fameux scénarios de chaque commune ou de chaque section de commune, il faut rappeler que dans une commune, selon le contexte géographique, il peut y avoir différents scénarios, notamment par rapport à la question du transport. Et à l'issue de ça, on devra organiser le haut comité de l'éducation, la fameuse réunion, pour valider justement les nouveaux rythmes scolaires aussi, et modifier le calendrier scolaire pour l'année prochaine. Donc ça, c'est votre gros chantier, ou on peut dire que vous avez d'autres projets à mettre en route? Non, il y en a plusieurs. Et le plus gros chantier, justement, ça concerne la réforme du système éducatif, puisque à partir de la rentrée prochaine, on va mettre en place des groupes de travail pour réfléchir sur le fameux plan éducatif polynésien, dans lequel on va décliner toutes les actions futures pour justement pouvoir mettre en place cette fameuse réforme du système éducatif polynésien, dont le changement de calendrier scolaire. L'année, en fait, on aimerait mettre en place, et on souhaite vraiment mettre en place un calendrier scolaire austral, qui nous ressemble, adapté au climat.
notamment. Donc c'est important de souligner pour éviter qu'il y ait des plaintes à chaque fois par rapport à la chaleur, notamment dans les classes. Dans les classes. Et ça, c'est sur quel horizon ça pourrait être mis en place? Écoutez, les travaux vont commencer l'année prochaine. Je ne peux pas vous dire tout de suite quand est-ce que ça sera appliqué, parce que ça demande du temps, et ça demande encore une fois une consultation citoyenne, puisque ça va contribuer à bouleverser aussi complètement la vie de la société polynésienne. Enfin, il y a plein de changements comme ça, notamment en termes de révision des programmes. L'objectif, c'est d'offrir à nos enfants polynésiens un programme qui les attire plus, qui leur ressemble et qui les rassemble, notamment en matière d'enseignement de l'histoire du pays. Il n'est pas concevable de continuer à transmettre des savoirs, notamment en termes de contenu d'histoire, sur l'histoire de ce qui se passe ailleurs, alors que l'histoire même de notre pays, les élèves, nos enfants du Fénois ne connaissent pas. C'est pas entendable. Enfin, c'est inconcevable. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ailleurs, par exemple en Europe, les pays d'Europe connaissent l'histoire, les élèves connaissent leur histoire, hein, et pourquoi pas nous? Enfin, il faut encore on est obligé de demander la permission, mais je ne comprends pas. C'est pas entendable encore une fois. Vous n'allez pas demander l'autorisation? Encore une fois, puisque nous sommes toujours sur tutelle française, on est obligé de passer par, en concertation avec le vice-rectorat, notamment avec l'État en termes de programme. En fait, on est obligé de mixer les deux, c'est ça. Mais moi, je voudrais qu'on accorde beaucoup plus de place à l'histoire du pays, à la géographie, etc. Et la culture, évidemment. Et notamment au niveau du renforcement des langues polynésiennes, puisque l'objectif, c'est d'augmenter et de rendre obligatoire les langues polynésiennes de la maternelle jusqu'au terminal. D'accord. En tout cas, c'est mon objectif. Donc, vers Saint-Gétorix, les Gaulois, c'est bien beau, mais il faut parler aussi des héros locaux. Et évidemment, chaque pays aspire à ça. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été notre invité. On vous retrouve avec Carlos Natois pour la version donc en tahitien dans un instant. Merci. L'invité café.